Bienvenue dans cette séance sur les arts décoratifs à la Renaissance. Vous allez découvrir des tapisseries, des panneaux en bois sculptés, une décoration de cheminée, des vitraux, un pavement et du mobilier qui datent tous du XVIe siècle. Une grande partie des pièces que vous allez voir aujourd'hui se trouve au château d'Écouen, qui est aujourd'hui le musée de la Renaissance. Ce beau château, qui se trouve près de Paris, appartenait à un général des armées sous François Ier. Anne de Montmorency, qui avait le titre de connétable de France et qui l'a fait édifier par un architecte réputé de l'époque, Jean Bulan. Le connétable de Montmorency a d'abord été au service du roi de France, François Ier, puis au service de son fils et successeur, le roi Henri II. D'autres pièces que vous allez découvrir sont conservées au musée de Cluny, un musée qui se trouve dans une résidence du XVe siècle, construite par un évêque. Ce bâtiment est situé à Paris, dans le 5e arrondissement. Et enfin, plusieurs meubles que vous allez voir aujourd'hui proviennent du musée du Louvre, demeure des rois de France à la Renaissance. Nous allons commencer avec une tenture conservée au musée de Cluny. Ce type de tapisserie qui comporte une multitude de fleurs dans les fonds s'appelle une tapisserie 1000 fleurs. Celle que nous allons contempler est un des plus bels exemples de ce type. Elle a été achetée par l'État à la fin du XIXe siècle et elle se trouvait à ce moment-là dans un château de la Creuse, le château de Boussac. Elle a été commandée par un magistrat, Antoine Le Viste, qui a vécu à Paris et à Nantes. Ce noble avait été envoyé dans de nombreuses missions diplomatiques à l'époque. Nous voyons ici ces armoiries qui apparaissent sur chacune des tentures, formant un ensemble de 6 pièces. 6 pièces qui mesurent environ 3 mètres sur 4, certaines ayant un format plus allongé que d'autres. La totalité de la tapisserie fait une vingtaine de mètres de long. Elle est en laine et en soie. L'ensemble est daté aux alentours de 1500. Cette œuvre particulièrement luxueuse présente une grande quantité de couleur rouge, une couleur onéreuse à l'époque car obtenue à partir d'une plante, la garance, qui exigeait un grand volume de plomb. À partir de la garance, on obtenait un pigment rouge vif. Le bleu, lui, était obtenu à partir d'une autre plante appelée le pastel. Et voici les plantes correspondantes à ces deux espèces végétales. Et enfin, pour obtenir le rouge, on employait une autre essence végétale, le grand réséda. En mélangeant ces 3 teintes entre elles, on obtenait toutes les autres, comme le vert, les oranges, les bruns, les violets ou les gris. Le résultat au niveau chromatique est vraiment sensationnel. L'éclat des couleurs constitue un luxe en soi. Mais en plus, les scènes sont riches, la finesse des détails, des plantes représentées, le détail des personnages ou des animaux est remarquable. Sur cette tenture, nous voyons une dame en compagnie d'une suivante, encadrée par un lion et une licorne qui portent le blason du propriétaire. La dame plonge la main dans une coupe pleine de graines et tient sur son autre main gantée un oiseau. Les 4 figures se trouvent sur un îlot peuplé de fleurs et d'animaux.
on voit la finesse du voile en train de se soulever. Et on voit un petit chien assis sur la robe au sol. Dans le fond, des animaux à la fois réels et imaginaires. Un soin tout particulier a été apporté à la description des costumes et des parures, même pour la servante, dont on marque toutefois le statut inférieur en la représentant en taille réduite. Vêtements, couleurs, gestuelles mettent au premier plan le luxe, l'élégance et le raffinement. On sait que le peintre qui a dessiné le carton était parisien, tandis que la tapisserie a été réalisée par un atelier flamand, région réputée pour la qualité de cet art textile. Nous sommes ici dans un univers qui évoque la noblesse, également dans un univers qui est purement féerique. Une licorne est présente sur chaque tenture, ce qui a donné également son nom à la tapisserie. Cet animal représente la pureté et la loyauté. Il est une sorte de pendant, de complément du lion, symbole de puissance et de pouvoir. Lui aussi présent dans chacune des scènes. Dans cette autre scène, on voit une dame confectionner une couronne de fleurs qu'une suivante tient sur un plateau. Elle a dans les mains des œillets, symbole de fidélité amoureuse. Sa silhouette est élancée, légèrement cambrée. Les mains sont gracieuses, le vêtement et la parure constituent une sorte d'apogée du luxe. Ici, la dame joue d'un instrument de musique. Il s'agit d'un petit orgue, pendant qu'une servante manipule des soufflets à l'arrière de l'instrument pour aider à produire le son. On voit des animaux sur le fond millefleurs. Et sur l'instrument, on retrouve un lion et une licorne. Ici, la dame tient le blason du commanditaire et de l'autre, la licorne. En arrière-plan, on voit un singe. À l'époque, cet animal est symbole de désordre, d'égarement et de tentation. Dans cette tenture, la dame est assise, étant un miroir à la licorne, tandis que celle-ci se regarde son reflet. Mi-cheval, mi-chèvre, la licorne fait partie de la mythologie médiévale. Cet animal apparaît dans les récits comme une créature fantastique qui ne se laisse approcher que par les femmes vierges ou les personnes ayant de grandes qualités morales. Dans cette scène, la dame choisit des bijoux dans un coffre que lui tend sa suivante. Un petit chien est assis sur un banc et derrière les personnages, on voit une tente ouverte avec une inscription brodée. Il est inscrit « À mon seul désir ». Une légende un peu mystérieuse qui semble être énoncée par la dame. Le mot désir peut être compris comme ambition, volonté. Ce désir est donc affirmé, dépendant du libre arbitre, mais finalement, quel est ce désir, quelle est cette volonté?
On a interprété cet ensemble de scènes comme étant une allégorie des 5 sens. Cette dernière scène serait une conclusion morale, rappelant que l'on est responsable dans tous les cas autant de la modération que des passions. La vue pourrait alors être associée à la vanité physique, l'ouïe au vagabondage de l'esprit, le goût associé aux excès de gourmandise et le toucher à une sensualité débridée. Cette tapisserie pourrait également évoquer les valeurs de l'amour courtois, où la dame est maîtresse du jeu de séduction et entretient ou pas le désir de son prétendant. Dans les romans d'amour courtois, un amoureux de conditions différentes tombe sous le charme d'une femme mariée ou inaccessible à cause de son rang. Cet amour reste alors platonique, mais il n'en est pas moins passionné. Le chien, symbole de fidélité, assis aux côtés de la dame, pourrait souligner la loyauté de l'épouse, ou être une sorte des rappels des liens de fidélité. La tapisserie que nous allons regarder maintenant se trouve au musée d'Écouen. Elle a été achetée au milieu du XIXe siècle. Cet ensemble de 10 tentures relate un récit de l'histoire hébraïque, la légende de David et de Bethsabée, les parents du futur roi Salomon. Cette œuvre date du début du XVIe siècle, exactement des années 1520. Elle a été commandée par la gouvernante des Pays-Bas, Marguerite d'Autriche, à un atelier de la ville de Malines dans les Flandres. On connaît le nom de l'atelier, qui était celui de Peter van Halst. Les cartons ont été dessinés par Jean de Bruxelles, un des peintres préférés de la gouvernante. Cette noble était archiduchesse et appartenait à une illustre famille, étant la tante de Charles Quint et l'arrière-petite-fille du duc de Bourgogne, Philippe le Bon. Le mois dernier, je vous ai parlé dans la séance sur la peinture flamande d'un peintre qui a été au service de ce duc. Charles Quint, son neveu, rival de François Ier, lui avait accordé ce titre et cette fonction, ce qui est bien sûr très rare à l'époque, à part des cas de veuvage ou de régence. À son décès, la tenture fut achetée par le roi d'Angleterre, Henri VIII. À l'époque, cette tenture porte le nom de la riche histoire du roi David. Le roi d'Angleterre l'acquiert au moment où il vit une histoire d'amour avec sa favorite Anne Boleyn, dont il veut faire son épouse. La tapisserie est alors installée au château de Hampton Court. Dans les environs de Londres, où l'œuvre restera jusqu'au milieu du XIXe siècle lorsqu'elle est rachetée par l'État français. On voit sur cette tenture une foule de personnages appartenant à la cour du roi David, le roi d'Israël. Celui-ci s'éprend un jour de la femme d'un de ses généraux. La scène montre cette femme nommée Bethsabée présentée à la cour. La scène se passe dans le jardin du palais royal. On voit les personnages autour réagir. Des femmes perçoivent le trouble du roi et en discutent. Le dessin est précis, la ligne est élégante, les détails abondent, en particulier sur l'aspect vestimentaire. L'atelier de Malines, qui a réalisé l'œuvre, fait partie des ateliers les plus réputés de l'époque. Le bleu et le rouge dominent dans cet ensemble, et le dessin, richement détaillé, montre un important travail sur le rendu des plis, des coiffes, sur l'expression du visage ou la gestuelle. À partir du moment où le roi voit Bethsabée, il en tombe amoureux et lui écrit des poèmes d'amour passionné. Bethsabée
tombe elle aussi sous le charme de ces vers et devient la maîtresse du roi. Le roi décide de faire de Bethsabée sa femme car elle est enceinte de lui. Il imagine alors un stratagème pour se débarrasser de son mari. Il profite d'une bataille pour envoyer Uri en renfort et le fera assassiner lors de ce combat. On le voit ici lui remettre la lettre demandant au général Job de le prendre dans ses rangs. Deux écuyers préparent le cheval d'Uri, l'un d'eux tient un lévrier en laisse. Uri quitte Bethsabée pour se rendre sur le champ de bataille. Le personnage derrière les barreaux rappelle le piège dans lequel Uri est en train de tomber. Un messager apporte la nouvelle de la mort d'Uri. La mise en scène montre les courtisans amassés autour du roi. Et au second plan, on voit le roi devant un buffet entouré par sa cour. On vient le trouver lors de ce banquet pour lui apporter la nouvelle. Certains personnages réagissent en enlevant leur coiffe ou en agitant les mains. D'autres scènes dans la tapisserie concernent la vie de cour. Le roi reçoit des souverains étrangers qui lui apportent des présents. Des courtisans discutent de l'événement. Il y a une grande diversité dans les attitudes, les positions, les tenues des personnages. Tout a été mis en œuvre pour exhiber le luxe. Jusque dans les matériaux de la tapisserie elle-même, qui est en laine, avec des fils d'or et d'argent. L'éblouissement est total. On voit de temps en temps des scènes surprenantes, comme cet homme qui enlace une femme par la taille, et qui évoquerait le secret de la relation du roi, cependant connu de plusieurs personnages à la cour. Les expressions des visages sont remarquables, tant au niveau du dessin qu'au niveau du travail de tissage. Les ateliers de lissiers les plus réputés se trouvaient à l'époque dans les Flandres. Les peintres dessinaient les cartons, qui étaient souvent des artistes flamands ou bien parisiens, originaires de Lille ou du Val-de-Loire. Au XVIe siècle, l'intérêt pour le portrait s'affirme. On apprécie de plus en plus l'élégance vestimentaire et la parure devient ostentatoire, autant dans la noblesse que dans la bourgeoisie. La tapisserie semble réellement en témoigner avec cette diversité et cette richesse dans les tenues et les bijoux. On s'intéresse aussi davantage à l'expression individuelle, et la mode joue un rôle de marqueur social de premier ordre. La qualité et les dimensions de cette tapisserie sont remarquables. Cet ensemble est composé de 10 tentures en laine avec des fils d'or et d'argent qui couvrent 345 mètres carrés. Ce qui correspond à 75 mètres de murs recouverts sur une hauteur de 4,60 m. La dernière restauration de cet ensemble remonte à 2004 et a coûté 165 000 €, une somme financée par le mécénat de grandes entreprises.
fabriquer les tapisseries, on utilisait un métier à tisser dit à marche, qui était équipé de pédales pour pouvoir croiser les fils plus facilement et rapidement. Nous restons au château des Coins pour regarder une des cheminées décorées du château qui en compte au total 12, ce qui est énorme à l'époque pour un château. Cette cheminée est entièrement peinte avec des scènes en trompe-l'œil et en grisaille. Elle se trouve dans la pièce qui était autrefois la chambre du connétable. La composition s'organise autour d'une scène encadrée comme un tableau. 2 personnages à demi nus, avec une draperie autour des hanches, lèvent vers le tableau en trompe-l'œil une coupe de fleurs et un clairon. Ils portent des masques évoquant le théâtre antique. Entre eux, un médaillon au décor dit en cuir découpé. Ces décors apparaissent à cette époque au château de Fontainebleau, où le roi François Ier apprécie particulièrement ces nouveaux décors italiens. Le tableau, présenté au-dessus des cuirs découpés, reproduit un épisode de l'Ancien Testament. On y voit Jacob gardant les troupeaux de Laban. Laban était le beau-père de Jacob, qui d'abord l'accueille quand celui-ci se fâche avec son frère, puis l'exploite et enfin le trahit. D'après les historiens, au moment où le connétable commande cette décoration de cheminée, il est lui-même en désaccord avec le roi. Celui-ci vient de le mettre en disgrâce, et le décor évoquerait cet épisode. Cette décoration peinte date de 1550. Le style est le même qu'au château de Fontainebleau, où François Ier faisait travailler des artistes italiens, puis français formés à la manière italienne. Un style dit maniériste, encore appelé de l'école de Fontainebleau. Il y a dans ces décors de nombreuses références à l'Antiquité, une abondance de nus, des figures inspirées des divinités antiques, avec des victoires, des nymphes et des héros. Conservé également au château des Coins un panneau en bois sculpté avec des personnages de la mythologie gréco-romaine. Le panneau est en noyer. Il est encadré de chênes. On y voit Zeus ou Jupiter chevauchant un aigle, Poséidon ou Neptune sur un bateau, Artémis, également appelée Diane, avec un cerf, et Héra ou Junon, l'épouse de Zeus, sur un char tiré par des griffons. Et voici un autre panneau, visible toujours au château des Coins, avec une scène d'inspiration biblique. C'est une plaque d'ébène sculptée, avec Adam nommant les animaux créés par Dieu. Ce décor évoque la maîtrise que l'homme exerce sur les animaux et sur le monde, un thème issu des traditions babyloniennes dans lesquelles un dieu et une déesse sont appelés les maîtres des animaux, symbolisant la domination du règne humain sur le règne animal. Nous sommes à présent dans un salon du château, avec au sol un pavement. À l'origine, ce pavement recouvrait toute la pièce. On en a conservé la moitié. Au fond, on voit une cheminée décorée de médaillons et d'une figure féminine ailée, une victoire. Décor inspiré de la mythologie gréco-romaine.
Le pavement est en faïence. Il représente des fruits, des arabesques de feuillage, des médaillons fleuris, inspirés des rosaces antiques, et le blason du connétable. On y voit également des ensembles de motifs géométriques ou naturalistes dans des croix, des médaillons losangés et octogonaux. L'octogone étant la forme symbolique de la fontaine du baptême. Le losange rappelle la forme de la mandorle, une forme sacrée se substituant à l'auréole. On voit un encadrement aux extrémités du pavement avec une frise dite de grecque. Encore une fois, une référence à l'Antiquité. Ici, nous voyons un casque de guerrier surmonté d'un panache avec une victoire. Dans un encadrement avec des arabesques fleuries, inspirées de l'Antiquité orientale. Autour du décor losangé, des rosaces qui appartiennent à l'origine au registre gréco-romain. Et enfin, des entrelacs issus de l'imagination des décorateurs de la Renaissance. Dans cet encadrement losangé, on voit un manuscrit avec des phylactères, des banderoles qui représentent les écritures saintes, symboles de la connaissance. Autour, des entrelacs de fleurs et des motifs tressés, avec une frise de grec. Nous voyons maintenant des sirènes, personnages issus de la mythologie nordique, tenant un blason avec la date de création du pavement et de sa mise en place. On distingue une mention latine qui signifie « La fortune arrive à qui se montre vertueux », une devise qui était également celle des princes italiens les Sforza. Voici un des vitraux provenant de la chapelle du château de Vincennes et qui est aujourd'hui conservé au château des Coins. Ce vitrail représente le roi de France, François Ier, agenouillé en prière. Le vitrail date des années 1550 et le dessin est particulièrement illusionniste. Les traits du roi sont rendus avec une grande justesse. On voit qu'on a nettement privilégié l'étude du visage par rapport aux mains, qui sont beaucoup plus stylisées. Il y a un travail de clair-obscur pour la tête et le vêtement qui donne une sensation de volume, de relief. Derrière lui, on voit des imitations de sculptures. Le traitement est en grisaille. On voit des décors d'oves, de denticules, typiques des décors des temples gréco-romains. Le roi porte le collier de l'ordre de Saint-Michel, dont on voit ici deux répliques constituées de coquilles évoquant le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle. Et dans le médaillon, l'archange Saint-Michel terrassant un démon. Sur un autre vitrail conservé au château des Coins, on voit l'emblème de François Ier, la salamandre, avec l'année de réalisation du vitrail, 1544. Autour du médaillon, un décor de lambrequin, avec des masques et des draperies. La technique est en grisaille. L'emblème de François Ier, la salamandre, se trouve dans un médaillon de feuillages et de rubans. Regardons maintenant du mobilier d'époque Renaissance. Ces sièges, dits en X, reprennent une forme de modèle antique. Les pieds sont reliés par une entretoise.
Ce type de siège est appelé chaise curule. À l'origine, dans l'Antiquité, ils étaient en bois. On les recouvrait de coussins. À la Renaissance, on intègre le coussin à l'intérieur d'une garniture directement sur le meuble. On voit ici la décoration avec des volutes et des pennes. Les volutes sont un motif traditionnellement antique, tandis que les pennes est une création de la Renaissance. Ce motif évoque la forme de plume. Ce type de siège s'appelle un sgabello. C'est un siège à haut dossier, à assise étroite, créé à Florence au XVIe siècle. Le décor comporte des putti, des angelots encadrant un médaillon au sommet du dossier, des cariatides et des rinceaux qui ornent le dossier. Sous le siège, on voit un masque de faune, des griffons avec une guirlande de fleurs et de fruits. Ces motifs appartiennent une nouvelle fois au répertoire antique gréco-romain. Ils évoquent la fête, l'amour, les passions et l'ivresse. Certains éléments comme les cariatides n'existaient pas sous cette forme à l'époque antique. Elles sont revisitées à l'époque de la Renaissance. Sgabello signifie petit escabeau en italien. Ce siège étant noyé, sculpté, peint et doré. Les rinceaux sont des ornements d'origine antique en forme de feuillage disposés en arabesque. Nous regardons maintenant une paire de chaises à haut dossier avec un décor de lambrequin. Au sommet, on voit une coquille et au registre inférieur, une palmette. Le lambrequin est un décor qui alterne angle droit et enroulement, très utilisé dans les motifs d'étoffe, dans les miroirs ou les boiseries. Les montants du siège ainsi que le piétement sont dits en balustres. Ils empilent différents éléments, alternant souvent des formes cylindriques et quadrangulaires. Une entretoise relie les pieds de la chaise. Nous regardons des pieds de meubles. Ils sont en chêne sculpté d'une vingtaine de centimètres de hauteur. La référence est encore une fois antique. Les Égyptiens puis les Romains vont beaucoup utiliser les pieds en forme de lion dans leur mobilier. Une table avec un piétement dit en traîneau. Le dessous de la table est orné d'arcatures en balustre. Sur le côté, on voit d'épaisses colonnes cannelées. Sous le plateau, au niveau du tablier, on voit des éléments suspendus qu'on appelle des toupis. Et sur les pieds, au niveau des volutes, on voit le motif des pennes sculptées avec une petite rosace à la base. Une table dite en éventail, avec deux grandes volutes fleuries qui encadrent un pilastre. Un élément cannelé souvent utilisé en architecture pour l'encadrement des fenêtres.
On voit d'autres pilastres qui remplacent des colonnes sous les arcatures. Au niveau du tablier, on voit une frise de gaudron avec les toupies. Nous regardons le haut d'un dressoir en noyer qui présente un décor en trompe-l'œil avec une succession d'arcatures et une perspective pour donner la sensation de profondeur. Les lignes de fuite qui s'inclinent fortement permettent de donner l'effet de profondeur. On voit des pilastres qui encadrent l'arc. En bas, on voit aux angles des têtes de chiens avec des draperies et une frise avec une succession de médaillons. Voilà à quoi ressemble un dressoir complet, qui est un meuble pour ranger la vaisselle. Celui-ci est conservé au Louvre. Ce meuble existe depuis le XVe siècle. Un coffre en noyer de style italien, avec des pieds en forme de patte de lion. Au bas du meuble, nous voyons une frise de gaudron. Aux angles, des têtes de faune, dans un décor feuillagé. Et sur le corps du meuble, des victoires ailées dans des rinceaux. On voit également des médaillons aux armes d'une famille italienne. Les victoires sont des allégories de triomphe pendant l'Antiquité. Vêtues, à l'époque, elles sont ailées. À la Renaissance, on les présente souvent le buste dénudé. Un coffre de mariage de style vénitien, avec sur le corps du meuble un cortège nuptial où l'on voit un couple qui se serre la main entouré des familles respectives. Au milieu, les armoiries de la famille de l'époux. Au registre inférieur, des palmettes, des volutes. Aux angles, des victoires, avec des masques de faune à leurs pieds. Au registre supérieur, on voit des masques, des macarons, dans des guirlandes de fleurs et de fruits. Conservée également au château d'Écouen, la bibliothèque du connétable en bois de noyer, constituée d'une multitude de compartiments fermés par de discrètes serrures. La bibliothèque est décorée avec des motifs peints en arabesque dorés à l'or. On voit les initiales du connétable, un A dans un M. Voici un cabinet Renaissance ayant appartenu à un cardinal. Il mesure 2,30 m de hauteur et a été fabriqué à Rome dans les années 1570. Le meuble est utilisé comme une bibliothèque. Il y a des tiroirs à la place des compartiments. Le meuble imite une façade avec des baies, des frontons et des colonnes. Le bas du meuble est décoré de sphinges, des créatures mythologiques ailées, mi-femmes, mi-lionnes. Sous l'arcature centrale, on peut voir les armoiries du propriétaire, encadrées par des nymphes. Dans les angles, qu'on appelle des écoinçons, il y a des figures féminines qui tiennent des vases et des couronnes de fleurs évoquant la renommée. On voit un fronton brisé typique de la Renaissance sur des colonnes aux chapiteaux corinthiens, dont la corbeille est garnie de feuillages d'acanthe. On trouve sur cette façade de nombreux pilastres.
ornements que l'on retrouve également sur les façades de l'époque. Un meuble à 2 corps avec un fronton brisé, dit aussi entrecoupé, typique de l'époque. Une armoire en chêne et noyer partiellement dorée avec des scènes de l'Ancien Testament conservées au musée du Louvre. À l'intérieur, il y a plusieurs compartiments pour ranger le linge. Sur les angles, on voit des Atlantes, personnages inspirés de la mythologie. Et on retrouve des cariatides, bien sûr, qui sont fréquemment employés dans la décoration. Les cariatides étaient à l'origine des représentations féminines en buste et sans bras, supportant l'architrave à la place des colonnes. Elles deviennent à la Renaissance des éléments de décoration fréquents. On voit ici un exemplaire de ce type de statue qui se trouvait dans une salle de bal au Louvre commandée par le roi Henri II. Cette statue est contemporaine des meubles que nous venons de regarder. Un autre meuble dit à 2 corps. Il mesure 2,30 m de haut. Et il s'agit encore de bois de noyer. On voit des colonnes cannelées au registre inférieur et des colonnes torses sculptées de feuillage grimpant au registre supérieur. Ce type de colonne torse est typique de l'époque de la Renaissance. Le fronton est entrecoupé avec une niche surmontée d'un aigle, symbole du dieu gréco-romain Jupiter. Il est entouré de nymphes, des personnages féminins au buste dénudé. On voit une cariatide avec le bas du corps qui disparaît dans une gaine décorée d'une tête de faune. Sur un des panneaux du haut, Jupiter avec son emblème, l'aigle, et des poutis qui le couronnent. Sur l'autre panneau, la déesse Junon, son épouse. Des plaques de marbre noir ont été incrustées sur le meuble, pratique courante dans le mobilier de luxe. Sur ce panneau, nous voyons le dieu Bacchus, divinité de la fête et de l'ivresse, avec des pampres de vigne et des grappes. Ici, nous voyons Cérès, déesse des récoltes, avec une faucille, une corne d'abondance, entourée de gerbes de blé. Vous remarquez que dans l'encadrement du panneau, on retrouve le motif des pennes en forme de plume. Pour découvrir un peu de documentation sur l'art décoratif de la Renaissance, je vous propose de vous rendre sur mon site dans la rubrique dédiée. Et maintenant, rendez-vous dans la vidéo du quiz. Je vous dis à très bientôt.